Vous n'avez jamais choisi quelqu'un qui vous rendait heureux. Vous avez choisi quelqu'un qui vous était familier, et ce n'est pas la même chose. Arrêtez-vous une seconde. Pensez à la dernière relation qui vous a vraiment fait souffrir, celle qui vous a laissé épuisé, confus, diminué. Maintenant, posez-vous cette question et soyez honnête. Est-ce que quelque chose, quelque part, vous avait averti dès le début? Est-ce qu'il y avait des signes? Est-ce que vous les avez vus? Bien sûr que vous les avez vus. Vous les avez vus et vous avez continué quand même. Pas par stupidité, pas par naïveté, par quelque chose de bien plus profond et de bien plus dérangeant. Vous avez continué parce que cela ressemblait à quelque chose que vous connaissiez déjà. Et le cerveau humain, dans toute sa sophistication apparente, confond la familiarité avec la sécurité. Il confond la reconnaissance avec l'amour. Il confond la répétition avec le destin. Voilà ce dont personne ne parle vraiment. On vous dit de mieux communiquer. On vous dit de travailler sur vous-même. On vous dit de poser des limites. Mais personne ne vous dit que vos choix amoureux ne sont pas vraiment des choix. Ils sont le résultat d'une programmation si ancienne, si profonde, que vous n'avez aucun accès conscient à elle. Vous croyez choisir. En réalité, vous obéissez. C'est ce que Freud appelait la compulsion de répétition. Et c'est l'une des vérités les plus inconfortables sur la nature humaine que la psychologie ait jamais mise au jour. Vous ne cherchez pas le bonheur, vous cherchez ce qui vous ressemble à l'intérieur. Et si ce qui vous ressemble à l'intérieur, c'est la douleur, alors vous chercherez la douleur. Encore, et encore, et encore, et à chaque fois vous vous direz que cette fois c'est différent, que cette personne est différente, que vous avez changé. Vous n'avez pas changé, vous avez juste trouvé une nouvelle personne pour jouer le même rôle. Pensez au scénario que vous connaissez. Vous rencontrez quelqu'un. Il y a quelque chose d'électrisant, une tension, une ambivalence. Parfois ils sont là, parfois ils disparaissent, parfois ils sont doux, parfois froids. Vous ne savez jamais vraiment où vous en êtes avec eux. Et plutôt que de partir, vous vous accrochez encore plus fort. Vous analysez chaque message. Vous guettez chaque changement de ton. Vous vous demandez ce que vous avez fait de mal. Vous vous transformez en détective de votre propre souffrance. Et quelque part dans cette souffrance, il y a quelque chose qui ressemble presque à de la vie. C'est ça le mécanisme. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'addiction. Et comme toute addiction, elle ne tient pas à la qualité de l'objet. Elle tient à la sensation qu'il produit. Cette montée d'adrénaline quand ils répondent enfin, ce soulagement bref quand la tension se dissipe, ces douleurs familières quand ça repart. Ce cycle ne vous détruit pas malgré vous. Il vous détruit avec votre consentement implicite parce que votre système nerveux l'a déjà vécu et qu'il sait comment y survivre. Mais revenons au début. Revenons à l'endroit où tout ça a commencé, pas dans votre dernière relation, bien avant. Il y a une vérité que vous évitez depuis longtemps. La façon dont vous avez été aimé étant enfant a créé un modèle. Pas un modèle de ce que l'amour devrait être, un modèle de ce que l'amour ressemble. Et ces deux choses ne sont pas du tout identiques. Si vous avez grandi avec un parent émotionnellement absent, vous avez appris que l'amour signifie courir après quelqu'un qui ne répond pas vraiment. Si vous avez grandi avec un parent imprévisible, parfois chaleureux, parfois froid, parfois présent, parfois disparu, vous avez appris que l'amour est quelque chose qu'il faut mériter et que vous ne pouvez jamais être certain de l'avoir vraiment. Si vous avez grandi en marchant sur des œufs, en mesurant vos mots, en vous adaptant constamment pour éviter les crises, vous avez appris que la relation, c'est de la vigilance permanente. C'est de la survie émotionnelle déguisée en connexion. Et maintenant vous êtes adulte, et votre cerveau cherche ce qu'il connaît. Ce n'est pas de la malchance, ce n'est pas une coïncidence, c'est de la fidélité inconsciente à la première carte émotionnelle qui vous a été remise. Cette carte dit « Voilà ce qu'est l'amour ». Et vous avez passé votre vie d'adulte
à chercher des gens qui correspondent à cette carte. Pas des gens qui vous font du bien, des gens qui vous font ressentir quelque chose de reconnaissable. Freud ne romantisait rien. Il regardait cette réalité en face. Il disait que la compulsion de répétition n'est pas un manque d'intelligence. Elle n'est pas non plus une punition. C'est une tentative, désespérée et tragiquement répétitive, de résoudre quelque chose qui n'a jamais été résolu. Quelque chose que l'enfant que vous étiez n'avait ni les ressources ni le pouvoir de réparer. Et maintenant, l'adulte que vous êtes cherche inconsciemment la même situation. Parce que cette fois, peut-être, les choses se passeront différemment. Cette fois, peut-être, la personne distante va finalement vous choisir. Cette fois, peut-être, la personne froide va finalement vous réchauffer. Cette fois, peut-être vous serez enfin suffisant. Vous ne le serez pas. Parce que ce n'est pas la bonne bataille. Et ce n'est pas la bonne personne. Mais vous continuerez. Parce que l'inconscient ne comprend pas le temps. Il ne sait pas que vous êtes adulte maintenant. Il ne sait pas que vous avez le choix. Il rejoue le scénario d'origine comme si votre survie en dépendait encore. Et voici quelque chose d'encore plus difficile à entendre. Vous ne choisissez pas uniquement des partenaires qui ressemblent à la source de votre douleur. Vous jouez aussi parfois le rôle opposé. Parfois vous êtes celui qui est distant, celui qui disparaît, celui qui donne juste assez pour garder l'autre accroché sans jamais vraiment s'engager. Pas parce que vous êtes cruel, parce que vous reproduisez aussi ce côté-là du modèle, parce que le pouvoir que vous n'aviez pas enfant, vous le reprenez maintenant sans même vous en rendre compte. Regardez vos relations passées avec honnêteté, pas la version où vous êtes toujours la victime, la version complète. Combien de fois avez-vous maintenu quelqu'un à distance tout en prétendant vouloir quelque chose de réel? Combien de fois avez-vous envoyé des signaux contradictoires parce qu'une partie de vous voulait la connexion et une autre partie en avait terreur? Combien de fois avez-vous trouvé une raison de s'aborder quelque chose qui commençait à ressembler à de la stabilité? Parce que c'est là que ça devient vraiment inconfortable. La stabilité, vous ne la reconnaissez pas comme de l'amour, vous la reconnaissez comme de l'ennui. Voici ce qui se passe réellement quand quelqu'un de sain s'approche de vous, quelqu'un de disponible, quelqu'un de cohérent, quelqu'un qui dit ce qu'il pense, qui fait ce qu'il dit, qui ne disparaît pas, qui ne souffle ni chaud ni froid, qui est simplement là, de manière fiable, sans drama, et vous ressentez quelque chose. Mais ce quelque chose ne ressemble pas à ce que vous avez connu. Ça ne vibre pas. Il n'y a pas de tension. Pas cette électricité particulière qui vous fait sentir vivant et sur le point d'exploser en même temps. Alors vous vous dites que ça ne colle pas, que l'attraction n'est pas là, que c'est sympa mais sans plus, que vous méritez quelque chose de plus intense, quelque chose de plus fort, quelque chose qui vous prend aux tripes. Ce que vous appelez intensité, c'est de l'anxiété. Ce que vous appelez chimie, c'est de la reconnaissance traumatique. Ce que vous appelez passion, c'est la réactivation de votre système nerveux sur un terrain qu'il connaît déjà. Ce frisson que vous cherchez, ce n'est pas le signe que vous avez trouvé quelque chose d'exceptionnel. C'est le signe que vous êtes en train de répéter quelque chose de familier. Et la personne saine, celle qui ne déclenche pas ce frisson, ne vous manque pas de quelque chose. C'est vous qui manquez de la capacité à reconnaître autre chose comme réel. Voilà la cruauté du mécanisme. Il vous rend allergique à ce qui vous serait bénéfique. Il vous rend dépendant de ce qui vous détruit. Et il fait ça avec une efficacité redoutable, parce qu'il opère entièrement en dessous du seuil de votre conscience. Vous pensez que vous êtes en train de tomber amoureux. En réalité, vous êtes en train de vous reconnaître. Parlons de quelque chose de plus précis. Parlons de ce que vous vous dites à vous-même pendant que tout ça se passe. Vous vous dites, il a des problèmes, mais il fait des efforts. Vous vous dites, elle est compliquée, mais je la comprends comme personne. Vous vous dites, il y a quelque chose de beau là-dedans, même si c'est douloureux. Vous vous dites, si je pars maintenant, je rate peut-être quelque chose d'important. Vous vous dites,
Personne d'autre ne le comprend comme moi. Vous vous dites, c'est comme ça l'amour vrai, ça demande du travail. Aucune de ces phrases n'est vraie. Ce sont des histoires que vous construisez pour justifier un attachement qui n'a rien à voir avec la qualité de la relation. Ce sont les rationalisations d'un système nerveux qui cherche à maintenir un état connu, même douloureux, parce que l'inconnu est encore plus terrifiant. Freud avait un terme pour ce processus de justification, le travail du rêve, pas dans le sens littéral du rêve nocturne, mais dans le sens plus large de la manière dont l'inconscient déguise ses véritables motivations en quelque chose d'acceptable pour la conscience. Vous croyez choisir par amour. Vous choisissez par peur. Peur de ce qui est différent, peur de ce qui est calme, peur de ce qui ne ressemble pas à la blessure originale. Et cette blessure originale, vous la portez comme si c'était votre identité, comme si sans elle, vous ne saviez plus qui vous êtes, parce que vous avez construit votre manière d'être en relation autour d'elle, votre manière de vous comporter, de séduire, de vous attacher, de vous défendre, tout ça est architecturé autour d'une douleur ancienne. Et quand quelqu'un arrive qui ne réactive pas cette douleur, une partie de vous ne sait plus comment fonctionner. C'est désorientant, c'est inconfortable, c'est étrange. Et vous interprétez cette étrangeté comme un manque d'amour, alors qu'elle est en réalité le signe que vous êtes en territoire inconnu, que quelque chose de différent pourrait commencer, que la carte émotionnelle originale n'est pas la seule qui existe. Mais ça fait peur. Parce que changer de carte signifie abandonner ce que vous croyez savoir sur l'amour, sur vous-même, sur ce que vous méritez. Et cette revision-là est peut-être la chose la plus difficile qu'un être humain puisse faire. Revenons maintenant à ce cycle, dans sa forme la plus nette, parce que comprendre la mécanique ne suffit pas. Il faut voir les engrenages tourner en temps réel pour commencer à reconnaître le pattern quand il apparaît. Vous rencontrez quelqu'un, il se passe quelque chose d'intense dans les premières semaines, une sensation de connexion profonde, presque mystérieuse. Vous avez l'impression que cette personne vous comprend comme personne ne vous a jamais compris. Il y a une intimité qui arrive vite, trop vite peut-être, mais ça vous semble une preuve que c'est réel, que c'est spécial, que vous avez trouvé quelqu'un d'exceptionnel. Ce que vous ne réalisez pas, c'est que cette intimité précoce est souvent le signe non pas d'une connexion exceptionnelle, mais d'un miroir. Cette personne vous renvoie quelque chose que vous cherchez à voir, à entendre, à ressentir. Pas nécessairement parce qu'ils sont honnêtes ou profonds, parfois parce qu'ils ont appris eux aussi à projeter exactement ce que l'autre a besoin de voir dans les premières étapes d'une relation. Parce qu'ils aussi ont leurs propres blessures, leurs propres mécanismes, leurs propres besoins inconscients. Et deux inconscients blessés qui se reconnaissent peuvent créer une attraction d'une intensité extraordinaire. Ce n'est pas de la magie, c'est de la résonance traumatique. Puis vient le moment où le masque commence à tomber. Pas brutalement, jamais brutalement, progressivement. Un retrait ici, une froideur là, une parole qui blesse et qu'on minimise. Un engagement qui tarde à venir. Une promesse qui ne se tient pas. Et à chaque signe, au lieu de vous demander si cette relation est vraiment ce qu'elle prétend être, vous doublez la mise, vous vous adaptez encore plus, vous justifiez encore plus, vous donnez encore plus, espérant que votre générosité finira par être récompensée. Que si vous faites suffisamment, si vous êtes suffisamment patient, si vous aimez suffisamment fort, les choses vont changer. Elles ne changeront pas. Parce que vous n'avez pas affaire à un problème de communication ou d'effort. Vous avez affaire à deux histoires inconscientes qui se rejouent l'une en face de l'autre. Il y a quelque chose que Freud avait observé avec une précision qui fait froid dans le dos. Il disait que ce que nous compulsons à répéter, ce n'est pas simplement une situation douloureuse, c'est la relation originale avec la douleur elle-même. C'est-à-dire que nous cherchons non seulement à retrouver la souffrance,
mais aussi à retrouver la position que nous occupions face à elle. Si vous étiez l'enfant qui attendait, vous cherchez l'adulte qui vous fait attendre. Si vous étiez l'enfant qui essayait de réparer la tristesse ou la colère d'un parent, vous cherchez l'adulte dont la détresse vous donne un rôle, une fonction, un sentiment d'être nécessaire. Et être nécessaire, pour beaucoup, ressemble terriblement à être aimé. C'est peut-être là la confusion la plus fondamentale de toutes, la confusion entre le besoin et l'amour. Quand quelqu'un a besoin de vous, vraiment besoin de manière dépendante, parfois étouffante, parfois chaotique, ça peut ressembler à une preuve d'amour, ça peut ressembler à de la profondeur, à de la vérité. Ça peut vous donner un sentiment de valeur, de sens, d'existence même. Mais ce n'est pas de l'amour. C'est de la dépendance mutuelle construite autour de blessures complémentaires. Et ça peut durer des années, des décennies même, sans jamais ressembler à une vraie vie partagée. Parlons maintenant du moment de rupture. Parce que même là, le mécanisme continue. Vous quittez quelqu'un, ou vous êtes quitté. Et il y a une douleur intense, souvent disproportionnée par rapport à ce que la relation vous apportait réellement. Vous souffrez davantage de la perte de la dynamique familière que de la perte de la personne elle-même, même si vous ne faites pas cette distinction. Et dans cette douleur, vous commencez à idéaliser. La relation était pourtant douloureuse, mais votre mémoire la réécrit. Elle efface le mauvais et amplifie le bien. Elle crée une version mythologisée de ce que vous avez vécu qui n'a jamais vraiment existé. Et cette version mythologisée devient l'étalon à partir duquel vous évaluez tout ce qui vient après. Ce qui crée, bien sûr, les conditions parfaites pour choisir exactement le même type de personne la prochaine fois. Parce que vous cherchez à retrouver quelque chose qui n'a jamais existé. Vous cherchez la version fantasmée d'une relation toxique. Et tout ce qui ne correspond pas à cette chimère vous paraît insuffisant. C'est le piège dans le piège. Non seulement vous vous accrochez à des relations qui vous détruisent, mais vous portez leurs souvenirs déformés comme un idéal. Et cet idéal vous empêche de voir ce qui est réellement là devant vous. Il faut maintenant parler d'une chose que les gens ne veulent vraiment pas entendre. Parce que jusqu'ici, tout ce que j'ai dit peut encore être attribué à la malchance, au mauvais timing, à l'autre personne. Mais ce qui vient maintenant, ça concerne uniquement vous. Vous avez peur d'être vraiment vu, pas dans le sens poétique du terme, dans le sens littéral. Vous avez peur que quelqu'un arrive, vous regarde dans les yeux et voit tout ce que vous avez caché, toutes vos contradictions, tous vos mensonges à vous-même, toutes vos peurs, toutes les manières dont vous avez fui, toutes les manières dont vous avez trahi quelqu'un ou quelque chose d'important, toutes les versions de vous dont vous n'êtes pas fier, et quelqu'un de sain, quelqu'un de réellement disponible, quelqu'un qui vient vers vous sans agenda caché, cette personne crée les conditions dans lesquelles cette visibilité devient possible, parce qu'il n'y a pas de chaos pour se cacher derrière, pas de drama pour détourner l'attention, pas d'urgence émotionnelle pour occuper tout l'espace. Il y a juste vous et le silence dans lequel vous pourriez être vraiment connu. Et ça, c'est terrifiant. Bien plus terrifiant qu'une relation tumultueuse. Parce que dans une relation tumultueuse, vous êtes toujours en mode gestion de crise. Vous n'avez pas le temps d'être présent à vous-même. Vous n'avez pas le temps d'être vulnérable. La souffrance occupe tout l'espace et vous protège paradoxalement d'une exposition plus profonde. C'est le paradoxe que personne ne formule clairement. La relation toxique comme bouclier contre l'intimité réelle. Vous souffrez, oui, mais vous ne vous exposez pas vraiment. Parce que dans le chaos, il n'y a jamais assez de calme pour que quelqu'un vous voie. Freud parlait du principe de plaisir et du principe de réalité. Le principe de plaisir cherche la satisfaction immédiate, l'évitement de la tension, le confort familier même quand ce confort est destructeur. Le principe de réalité demande de tolérer l'inconfort présent pour un mieux-être futur. Et la compulsion de répétition
fonctionne entièrement dans le registre du principe de plaisir, non pas parce que la souffrance est agréable dans le sens littéral, mais parce que la souffrance connue est moins menaçante que l'inconnu paisible. Votre système nerveux préfère un enfer familier à un paradis inconnu, et il organisera votre vie entière autour de cette préférence, silencieusement, méthodiquement, sans jamais vous demander votre avis conscient. Maintenant, une question directe. Combien de fois vous êtes-vous dit que vous aviez changé, que la prochaine relation serait différente, que vous saviez maintenant ce que vous ne vouliez pas et que vous ne retomberiez plus dans les mêmes pièges? Et combien de fois avez-vous retrouvé, 6 mois, 1 an, 2 ans plus tard, exactement la même dynamique avec un visage différent? La réponse n'est pas de travailler plus dur sur vous-même dans le sens de la performance personnelle. La réponse n'est pas de faire une liste de qualités que vous voulez chez un partenaire. La réponse n'est pas de vous forcer à choisir quelqu'un de stable parce que vous avez intellectuellement compris que c'est mieux. Parce que l'inconscient ne lit pas vos listes. Il ne tient pas compte de vos résolutions. Il se fiche complètement de ce que vous avez compris mentalement. Il continue d'opérer à partir de sa propre logique, sa propre carte du monde, ses propres définitions de ce qui est sûr et de ce qui ne l'est pas. Ce qui peut changer les choses, c'est quelque chose de bien plus inconfortable que de faire du yoga ou de tenir un journal. C'est de regarder en face le modèle d'attachement que vous portez, pas en le lisant dans un livre, pas en l'identifiant comme un concept intéressant, mais en le ressentant dans le corps, en le reconnaissant en temps réel, pendant qu'il se produit, en tolérant la sensation étrange de la sécurité sans la transformer immédiatement en ennui, en restant présent à quelqu'un qui ne vous terrifie pas, même quand toute une partie de vous veut fuir vers ce qui est connu. Ce travail-là n'est pas glamour. Il ne ressemble pas à une révélation. Il ressemble plutôt à une longue série de moments inconfortables où vous faites quelque chose de différent malgré tout ce qui en vous veut revenir à l'habituel. Et ça ne garantit rien. Ça ne supprime pas les vieilles blessures. Ça ne réécrit pas l'enfance. Mais ça peut, progressivement, élargir ce que votre système nerveux reconnaît comme possible. Il y a une dernière chose que je dois vous dire, et c'est peut-être la plus difficile de tout ce que j'ai dit jusqu'ici. Il est possible que la souffrance que vous portez, ces blessures qui organisent vos choix, cette carte émotionnelle qui vous mène vers ce qui vous détruit, il est possible que tout cela ne soit pas uniquement le résultat de ce qu'on vous a fait. Il est possible que vous ayez aussi appris à vous identifier à cette souffrance, que vous l'ayez intégrée comme une partie de qui vous êtes, que quelque part, l'idée de vous en libérer complètement soit aussi menaçante que la souffrance elle-même. Parce que si vous n'êtes plus la personne blessée, qui êtes-vous? Si vous n'avez plus cette douleur familière comme point de repère, qu'est-ce qui reste? C'est peut-être la question la plus honnête à poser. Et il n'y a pas de réponse facile. Mais c'est à partir de là, de cette question, de cet inconfort radical, que quelque chose peut commencer à bouger. Pas une transformation spectaculaire, pas une guérison miraculeuse. Quelque chose de plus lent et de plus réel. La possibilité, juste la possibilité, que l'amour puisse ressembler à autre chose que ce que vous avez toujours connu. Pas l'amour comme tension, pas l'amour comme preuve constante à fournir. L'amour comme quelque chose à partir duquel vous pouvez simplement respirer. Mais pour y accéder, vous devrez d'abord accepter une vérité sans appel. Vous n'avez pas été trahi uniquement par ceux que vous avez choisis. Vous avez aussi été trahi par la partie de vous qui les a choisis. Et cette partie, elle n'est pas votre ennemie. Elle a fait ce qu'elle savait faire avec ce qu'elle avait. Elle a survécu. Elle a reproduit ce qu'elle connaissait parce que c'était le seul langage émotionnel qu'elle possédait. Mais la survie n'est pas une fin en soi. Et répéter une blessure pour essayer de la guérir, c'est comme gratter une plaie en espérant qu'elle cicatrise. À un moment, il faut arrêter de gratter, pas pour oublier, pas pour pardonner dans le sens où tout serait effacé,
Mais pour cesser de confier votre présent à une histoire qui appartient à votre passé, pour cesser de faire payer à des étrangers la dette de ceux qui vous ont manqué il y a longtemps, ce n'est pas une question de volonté, ce n'est pas une question de savoir si vous méritez mieux. Cette question, méritez mieux, elle est elle-même piégée, parce qu'elle suppose que le problème est une question de mérite. Or, le mérite n'a rien à voir là-dedans. L'inconscient ne raisonne pas en termes de mérite, il raisonne en termes de familiarité, en termes de ce qui ressemble à ce qu'il a déjà cartographié. Le vrai travail, le seul qui compte, c'est de commencer à créer de nouvelles expériences suffisamment répétées pour que votre carte émotionnelle commence à se réécrire, pas en théorie, dans le corps, dans les choix concrets, dans la capacité à rester là où c'est calme, même quand calme ressemble à vide, dans la capacité à faire confiance à Q, quelque chose qui ne vous terrifie pas, même quand ça vous semble inexplicablement moins réel. C'est long, c'est souvent invisible de l'extérieur, c'est rarement glorieux, mais c'est la seule direction qui mène ailleurs. Pensez à la dernière fois que vous avez fui quelque chose de bien, pas quelque chose de mauvais, quelque chose de bien. Cette personne qui était vraiment là pour vous. Cette relation où il n'y avait pas de piège à déjouer, pas de code secret à décrypter, pas de signal à analyser pendant des heures. Vous avez trouvé une raison de partir ou vous avez simplement cessé de vous y investir et vous êtes allé chercher autre chose, quelque chose de plus compliqué, quelque chose qui avait plus de relief, plus de danger. Vous saviez ce que vous faisiez? Non, c'est précisément le problème. Vous ne le saviez pas. C'est ça l'inconscient. Il ne vous demande pas votre avis. Il agit et vous interprétez ses actions comme vos choix, comme votre instinct, comme ce que vous ressentez vraiment. Il n'y a pas de jugement dans ce que je dis. Il n'y a pas d'accusation. Il y a simplement le constat d'un mécanisme qui tourne depuis trop longtemps dans l'obscurité et qui continuera de tourner tant qu'on refuse de le regarder en face. Le reste, vous le connaissez déjà, vous l'avez vécu 10 fois, 20 fois peut-être, et chaque fois vous vous êtes dit que c'était différent. Ce n'était pas différent, c'était vous, et c'est toujours vous. La seule question qui vaille maintenant, c'est jusqu'à quand?